Bonjour, je suis Kimi Star et je suis ravie de vous accueillir dans On en parle, une capsule à l'initiative de Prudential Be Life Insurance où on parle de tous les sujets santé qui nous concernent. Et aujourd'hui, on parle de l'endométriose. Pour en parler, justement, nous sommes avec Michelle Gonto-Kwame. Bonjour. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter. Je suis Michelle Gonto-Kwame, sage-femme diplômée d'État en sciences infirmières et obstétricales. Je suis également promotrice de Case Maternelle, qui est une plateforme digitale qui fait la promotion de la santé reproductive. Très bien. Et pour parler également de l'endométriose, aujourd'hui, nous sommes avec Grace Avi. Bonjour Grace. Bonjour Kimi. Ça va? Oui, ça va. Alors, je te laisse également te présenter. Alors, je suis Grace Abi-Avit, coordonnatrice nationale du programme Endo Battle Côte d'Ivoire et je suis journaliste. D'accord. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? Michel, tu peux nous répondre? D'accord, je vais essayer de faire ça simple. On va se dire, dans le corps de la femme, on a l'utérus. Donc, l'utérus, c'est la chambre, l'endroit où le bébé va rester pendant, si la femme est enceinte. Mais c'est également l'endroit d'où proviennent les menstruations. Et dans l'utérus, il y a des tissus. Et dans le cas de l'endométriose, on va retrouver des tissus de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc, des tissus qui ne sont pas à leur place. Donc, voilà vraiment le caractère de l'endométriose. D'accord. Donc, ce sont des tissus qui ne sont pas à leur place. Qui ne sont pas à leur place. Et qui vont provoquer des douleurs, voilà, qui peuvent être chroniques chez la femme, qui vont provoquer également des menstruations plus longues, plus abondantes, qui vont provoquer également une grande fatigue. Une grande fatigue, ça peut également provoquer des douleurs pendant les rapports sexuels et même des douleurs mictionnelles, des douleurs lorsqu'on fait pipi ou même des douleurs à l'émission de sel. Et quand tu dis douleur chronique, ça veut dire que c'est tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une endométriose, il y a des endométrioses. Donc, je veux dire, toutes les femmes qui souffrent d'endométriose n'ont pas forcément à ressentir la chose de la même manière. Mais il y a certaines femmes chez lesquelles ces douleurs-là peuvent être chroniques. D'accord. Alors, en plus d'être coordinatrice nationale de Battle Endo, une ONG en Côte d'Ivoire, tu as été diagnostiquée aussi d'endométriose. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le diagnostic? Et déjà, c'est une maladie qui est très difficile à vivre au quotidien. Et donc, j'ai passé une adolescence très mouvementée, avec des douleurs chroniques, on va dire, invalidantes, et jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai été diagnostiquée en 2020. Alors, attends. Tu nous dis tu as eu une adolescence compliquée. Ça veut dire que les premiers symptômes sont apparus à quel âge à peu près? Déjà, j'ai eu mes règles très tôt, dès l'âge de 12 ans. J'ai eu mes règles et je pense que les symptômes ont commencé à partir de 14 ans. Je commençais à avoir des règles douloureuses à l'âge de 14 ans. Et donc, à 14 ans, tu commences déjà à avoir des règles très douloureuses, invalidantes, avec des fois peut-être... Enfin, comment ça se passait? Des saignements abondants, bien sûr, des saignements abondants, des règles douloureuses. Jusqu'en 2020, j'ai été diagnostiquée atteinte d'endométriose. Combien, du coup, entre tes 14 ans et 2020, combien d'années sont passées sans diagnostic? Plus de 10 ans, on va dire, plus de 10 ans. Et pendant 10 ans, qu'est-ce que tu te dis? Comment est-ce que tu vis ça, justement, ce moment où tu ne sais pas, en fait? Est-ce que tu pensais que c'était normal, déjà? Oui, on m'a dit que c'était normal, en fait. On disait que c'était normal, que des femmes ont des douleurs chroniques et tout et tout. Et jusqu'à ce que je n'arrive plus à mettre un mot sur ces douleurs. Parce qu'à chaque fois que j'avais des douleurs, j'avais aussi de l'insomnie, j'avais des douleurs chroniques surtout. On avait l'impression comme on fonçait des clous dans le ventre. Et j'ai saigné plusieurs fois. Et ce que je dis, c'est que sur un mois, je pouvais faire 3 semaines dans des douleurs chroniques. Je n'arrivais plus à sortir, je n'arrivais à rien faire. Et donc, il fallait mettre un mot sur cette maladie-là. Et par la grâce de Dieu, après l'échographie pelvienne, j'ai été diagnostiquée. Donc, enfin, en 2020, un diagnostic. Bien sûr. Comment tu te sens quand on te dit, en fait, c'était pas normal que tu aies autant de douleurs, c'était pas normal que tu aies des saignements aussi abondants, tu es atteinte d'endométriose. Quel est ton ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'endométriose? Ah oui. OK. Oui, sur Internet. Déjà, j'étais très abattue, déboussolée, puisque sur Internet, on disait que c'est une maladie qui était à vivre quotidiennement. Donc, c'était une maladie difficile. Il n'y avait pas de médicaments capables d'enrayer cette maladie-là. Donc, j'étais très affolée, abattue. Et mon monde s'écroulait, en fait. Michel, quand tu entends du coup sa réaction par rapport à son diagnostic,
Est-ce que toi, dans ta pratique au quotidien, en tant que sage-femme, tu as affaire à des femmes qui t'écrivent en disant elles ne savent pas quoi faire. Elles sont aussi paniquées. Oui, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on a affaire voilà, à des femmes qui vont nous parler de menstruations douloureuses, invalidantes. C'est tous les jours qu'on a des femmes qui vont nous parler de douleurs pendant les rapports sexuels. C'est fréquent. C'est fréquent. Je me rends juste compte qu'il y a un retard dans la prise de décision à consulter. Il y a un retard dans la prise de décision. Après, ce retard, je le comprends parce qu'il est dû à la normalisation de la douleur. Elle l'a dit. Elle l'a dit. La plupart du temps, quand une adolescente se plaint de douleurs pendant les menstrues, on lui dira c'est normal, tu as des règles douloureuses. Et on ajoutera même quand tu vas accoucher, ça va passer. Bon. Oui, c'est vrai. Après, vraiment, on vous l'a dit. Je cherche celui qui a dit ça. Moi aussi, je l'ai déjà entendu. Il y a la rumeur selon laquelle ça va passer après le premier rapport sexuel. Il y a la rumeur selon laquelle ça va passer après l'accouchement. Bien sûr. Et en fait, ça ne passe pas. Bon, il n'y a rien de vérifié. Il n'y a pas de certitude à ce niveau-là. Donc, il y a la normalisation de la douleur. Ça va faire que la décision de consulter va être très longue. On ne va pas vite venir à l'hôpital. Il y a ça. Il y a aussi le fait que lorsque la douleur va s'installer, on va tout de suite rechercher des solutions dans notre environnement. On va te dire non, il faut faire astuce de ci, il faut faire astuce de clou de girofle, il faut faire astuce de... Vraiment, il y a tellement d'astuces. Et finalement, c'est que plusieurs années plus tard que la dame va consulter. Et quand elle va consulter, encore, elle va trouver un problème au niveau de l'hôpital parce que c'est une maladie qui n'est pas vraiment connue. On peut se retrouver même en fonction devant des professionnels de santé qui vont négliger la douleur que vous ressentez. Ça peut arriver. Oui. Il y a un retard dans le diagnostic à cause de la méconnaissance peut-être de la maladie. Est-ce que tu as eu, avant 2020, où le diagnostic a été posé grâce à une échographie pelvienne, tu disais, mais est-ce qu'avant ça, tu avais consulté? Bien sûr, on parlait de kyste ovarienne. On parlait aussi de cancer. Après, Dieu merci que les résultats ont changé. D'accord. Après la prière, bien sûr. Donc, il y a eu plus de 10 ans dans le diagnostic. Donc, il y a un retard dans le diagnostic. OK. Donc, en général, finalement, si je comprends, l'endométriose est diagnostiquée tardivement parce que, les patientes ne vont pas systématiquement, ce n'est pas le premier recours d'aller consulter parce qu'on se dit que la douleur est normale. 2, on tente un peu des astuces naturelles. Est-ce qu'il y en a que tu as essayé? Bien sûr. Tu peux nous dire... Elle a utilisé des feuilles traditionnelles et tout. Et là, on mettait ça au compte de la sorcellerie. C'est ce qui est un peu délicat. Puisque c'est une maladie qui est, comme je l'ai dit, invalidante. On ne peut plus sortir. On a des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs lombaires, des douleurs musculaires. Donc, on ne sait plus à quel sein se vouer. On se dit que c'est de la sorcellerie. On a été envoûté. Et moi, dans mon cas, j'ai saigné plus de 6 mois, je le dis. Et oui, plus de 6 mois. D'affilée? Bien sûr. Plus de 6 mois. Là, j'étais anémiée, j'étais même à 6 grammes et tout. Donc, c'était une maladie qui est très éprouvante. 6 grammes quoi, genre 6 grammes de litres de sang. Oui. Le truc, enfin, c'est la mesure, on dit qu'il faut au moins 18. C'est une anémie sévère. À 6 grammes, c'est une anémie sévère. Parce qu'on perd du sang, on se vide d'énergie et tout. Donc, on se dit, mais peut-être que c'est un sort. Et quand on va à l'hôpital, on n'a pas de mots. Les médecins te disent que c'est soit un kyste ou un fibrome, mais on ne parle pas d'endométriose. D'accord. Donc, diagnostic tardif pour reprendre un diagnostic tardif parce que souvent on va consulter tard et aussi certains médecins ne sont pas au fait du diagnostic, justement, comment déterminer qu'on a une endométriose. Et également à cause de la pluralité des symptômes. C'est vrai. La pluralité des symptômes, l'endométriose ne se manifeste pas forcément de la même manière chez toutes les femmes qui en souffrent. Donc, c'est pas comme un paludisme, on va se dire si vous avez de la fièvre, vous avez mal à la tête, que vous vomissez, ça va varier d'une femme à une autre. Donc, ces facteurs-là peuvent vraiment faire tarder le diagnostic de l'endométriose. Et du coup, comment est-ce que aujourd'hui on peut améliorer ces conditions de diagnostic-là finalement, selon toi? Déjà, la sensibilisation, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. C'est une très belle initiative de Prudential Be Life. Je pense que parler de l'endométriose pour que les gens sachent déjà
que la maladie existe, comment elle se manifeste et qu'il faut consulter assez rapidement si l'on ressent les symptômes qu'on a cités, très grande fatigue, douleur pendant les rapports sexuels, douleur pendant les menstruations, douleur à l'émission d'urine ou bien de sel qui sont très exacerbées pendant les menstruations. Il faut pouvoir consulter. Les menstruations ne devraient pas être invalidantes. Il faut pouvoir consulter. Et ensuite, il faut pouvoir aussi mettre à la disposition des professionnels de santé des formations pour leur faire connaître un peu plus la maladie et puis développer des outils de diagnostic. Si, par exemple, on peut avoir des échographies bien spécifiques ou des tests sanguins qui vont permettre de diagnostiquer de façon précoce l'endométriose, vraiment, ce serait bien parce que je crois que dépister précocement, on peut améliorer la qualité de la vie de la femme qui souffre d'endométriose. Mais toi-même, Michel, en tant que professionnel de la santé, comment est-ce que tu entends parler de l'endométriose pour la première fois? Comment j'entends parler de l'endométriose pour la première fois? C'est une fois que je suis déjà devenue sage-femme. D'accord. Donc, tu as fini ta formation? Oui. Ok, très bien. J'ai fini ma formation. Je travaille dans une clinique quelque part. Et puis, on a une patiente qui est venue se plaignant de fatigue extrême. Fatigue extrême. Donc, le médecin fait l'interrogatoire et tout ça. Et puis, il lui demande un bilan avec une échographie pelvienne et tout ça. Et quand la dame ramène ses examens, je vais les présenter au médecin. C'est là qu'il pose le diagnostic d'endométriose. Donc moi, je suis un peu choquée parce que je sais que l'endométriose, c'est parce qu'il y a des morceaux d'endomètre quelque part. Mais la fatigue extrême. Tu ne voyais pas le lien? Les calculs, je ne vois pas bien le lien. Donc là, je m'assois et je décide vraiment d'apprendre, de comprendre la chose. Et donc, je commence à faire des recherches, à me documenter sur la question. Et je me rends compte que j'ai peut-être dû rater des diagnostics aussi. Alors, et quand tu décides de commencer à te renseigner, à t'informer, est-ce que tu trouves l'information facilement? Bon, on va dire aujourd'hui, puisqu'on a une nouvelle technologie de l'information, on peut facilement avoir accès aux informations. Et puis après, je ne prends pas forcément tout ce que je vois sur les moteurs de recherche. Après, je m'approche des gynécologues, des médecins, parce qu'en réalité, moi, en tant que sage-femme, si j'ai une patiente qui me cite ses symptômes, ce n'est pas moi qui fais la prise en charge, en fait. Moi, je l'oriente vers le gynécologue. Donc, c'est comme ça, je récupère les informations sur, voilà, et puis je demande au médecin, j'essaie de me former. Il faut dire que c'est pas à la portée comme ça. C'est pas à la portée comme ça. Parce que même si vous avez des informations sur Internet, il faut s'assurer de la véracité de ces informations, le caractère scientifique de ces informations. C'est. Et Grâce, du coup, est-ce que pour toi aussi, en tant que patiente d'une part, et puis en tant que coordinatrice nationale de l'ONG Battle Endo, qu'est-ce qui justement t'a motivée déjà à intégrer cette ONG? Déjà, il faut dire que c'est une maladie qui est très méconnue et il y a une ignorance accrue de la maladie en Afrique. On n'en parle pas puisque c'est un sujet qui est très tabou. Il touche la fertilité de la femme, il touche la vie familiale, il touche aussi la santé mentale. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que je suis atteinte d'endométriose. C'est une maladie c'est un adversaire. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois lutter. Parce qu'aujourd'hui, on se focalise sur les symptômes de la maladie. On se focalise sur les problèmes. Mais il faut chercher des solutions. Parce que là, nous sommes en Afrique. Et donc, je me suis dit, mettre en place une ONG, une association pour permettre de sensibiliser sur la maladie, mais aussi d'informer et de former sur la maladie. Et comme elle a dit, c'est une situation qui est très complexe, puisqu'il y a une méconnaissance de la maladie au niveau même des professionnels de santé, et puis aussi au niveau du grand public. Plusieurs personnes ne sont pas informées, et au cours de l'émission Battle Endo, tous nos invités qui venaient n'étaient pas réellement informés sur la maladie. Donc, quand on n'est pas informé sur une maladie, on ne peut pas trouver de solution contre cette maladie. C'est sûr. Ok. Et du coup, est-ce que pour toi-même, déjà en tant que patiente et en tant qu'activiste, on va dire ça, l'accès à l'information était simple ou pas? Parle-nous de ça. C'était très pénible puisque je suis allée sur Internet pour avoir accès à l'information. Ça a été très pénible dans la mesure où les médecins n'étaient pas très ouverts déjà à la cause et tout. Il y avait une méconnaissance. Donc, les médecins n'étaient pas très ouverts, c'est-à-dire? Parce qu'à chaque fois quand tu viens, on te dit que ce sont des règles douloureuses. De prescrire des médicaments et tout. Donc, on n'a pas vraiment une prise en charge qui est déjà immédiate. Et comme on a dit, il y a un retard
Donc, la prise en charge n'est pas immédiate. Et donc, c'est ce qui rend la maladie un peu difficile. Est-ce qu'il y a eu des moments où, par exemple, en tapant tes symptômes sur Internet, tu as eu des résultats qui t'ont fait un peu peur? Oui, bien sûr. Et moi, comme je l'ai dit, je pouvais faire ça. Sur un mois, je pouvais passer 3 semaines dans une maison en train de pleurer. Donc, c'était très difficile. Et à chaque fois, il y avait des symptômes comme la fatigue chronique, puisqu'on se vide de son sang, on se vide de son bien-être, on a une santé mentale qui est apeurée. Et donc, du coup, on ne fait qu'apprendre d'autres symptômes. Il y a d'autres symptômes comme la difficulté d'uriner et tout et tout. On a la douleur pendant les rapports sexuels, on a les crampes prémenstruelles, on a d'autres symptômes qui viennent, mais ça varie selon l'organisme. Et comment, toi, au quotidien, comment tu faisais ou bien comment tu fais pour vivre avec? Parce que, je veux dire, tu es journaliste, Oui. tu as ton association, je vois une belle alliance à ton doigt, Oui. tu vis quoi? Donc, tu gères ça comment, finalement? En fait, j'aborde l'endométriose avec un grand sourire. Et parce que moi, je le dis aux femmes, l'endométriose est une maladie qui vient pour détruire la femme. La femme qui est une source d'inspiration pour le monde entier. C'est une maladie qui est silencieuse, donc qui va détruire la santé mentale, qui va détruire le bien-être de la femme et qui va même attaquer sa vie professionnelle. Et donc, quand nous sommes en face d'une telle maladie, on ne fait que sourire, on ne peut que se lever. Et puis aussi se dire que là, j'ai une femme, j'ai un adversaire qui est devant moi, qu'il faut que j'affronte. Et moi, comment est-ce que j'ai pris cette maladie? Je n'arrivais plus à sortir de la maison. J'étais brisée de l'intérieur, brisée de l'extérieur. On ne me comprenait pas. J'étais incomprise, je le dirais. J'étais vue un peu comme une feignante. On se disait qu'elle est trop paresseuse. Parce que j'étais tout le temps fatiguée, on pense. Tout le temps fatiguée, elle ne veut rien faire. Elle est un peu, elle n'est pas trop, on va dire, elle n'est pas sociable, voilà. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, mettre en place cette association. Mais ça a été difficile parce que j'ai fait une dépression. Moi, je l'ai dit, j'ai fait une dépression. J'ai fait plus d'1 mois à l'hôpital, au CHUR et tout et tout. Donc, après cette déception-là, et puis après cette dépression, je me suis dit, bon, j'ai 2 options. Soit je me laisse défaire par cette maladie-là, ou soit je me lève et je combats cette maladie. Donc, j'ai utilisé cette maladie comme une force. Normalement, une maladie qui devait être une faiblesse, pour moi, aujourd'hui, est devenue une force. Donc, c'est de là qu'est venu le déclic. Le déclic de vaincre la maladie en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme au foyer, en tant que consultante, en tant que conseillère. Entre le moment où tu as le diagnostic, donc 2020, et le moment où tu crées ton association, combien de temps sont passés? En fait, l'association, j'ai mis l'association en 2019, mais c'est en 2021 qu'on a eu les papiers. On a été, donc c'est après, en 2020. Je pense qu'on a mis l'association en 2020, sur place en 2020, et en 2021 qu'on a eu les papiers et on a commencé à sillonner l'extérieur du pays et l'intérieur du pays. Et c'est quoi les activités du coup de Battle Endo Côte d'Ivoire? Déjà, moi, je me base sur la santé mentale et comme je l'ai dit, j'ai écrit une lettre à l'endométriose. Oh, oui. C'est chou. Bien sûr. Je lui ai dit que je sais que tu es réelle, endométriose, mais je ne ferai pas de toi ma réalité. Bien sûr. Tu m'as pris ma vie, tu m'as pris ma fécondité, tu m'as pris mon quotidien, mais je ne vais pas te laisser faire. Donc, on se focalise beaucoup sur la santé mentale. Parce que même l'OMS dit que la santé mentale est un état de bien-être. Il va nous permettre de réaliser notre potentiel, d'être une force pour la société, aussi d'être une force de notre communauté. Donc, quand on a l'endométriose, on est atteint moralement. Donc, on vise la santé mentale des femmes qui sont atteintes d'endométriose. On vise la formation parce que je disais que c'est une maladie qui est tapie dans l'ombre. Il y a beaucoup d'ignorance sur ce domaine-là. Donc, on essaie de lever le voile sur cette maladie qui est taboue. On a aussi l'information à travers les réseaux sociaux, mais surtout à travers les médias. D'accord. Dans sa lettre à l'endométriose, Grace lui a dit « Je sais que tu m'as pris ma fertilité ». Michel, en tant que experte de la santé reproductive, parce que c'est de ça que tu parles dans Case Maternelle, oui. C'est quoi les risques pour la santé reproductive quand on est atteint d'endométriose? Alors, dans certains cas d'endométriose, la maladie va avoir un impact sur la fertilité.
Donc, déjà, ça va avoir un impact sur l'ovulation, alors qu'on sait que l'ovulation, c'est vraiment le cœur. Voilà, c'est une des conditions indispensables pour pouvoir tomber enceinte. Ça va avoir un impact sur l'ovulation, ça va même avoir un impact sur la qualité des ovules. Voilà. D'accord. Oui, Ok. tout à fait. Et puis, au niveau de l'endométriose, il y a une inflammation souvent aussi qui se produit. Donc, cette inflammation peut avoir un impact sur la qualité des ovules, mais également sur l'environnement même où l'embryon va s'implanter en cas voilà, de grossesse. De grossesse. Donc, vraiment, il y a un impact assez sérieux sur la fertilité des femmes. Et du coup, comment est-ce que on... Comment je peux dire ça? Et du coup, comment est-ce qu'on peut traiter l'endométriose? Alors, le traitement de l'endométriose va varier en fonction de l'état de santé de la femme, son état de santé général, en fonction de son âge, en fonction de ses souhaits aussi en termes de reproduction. Donc, on peut aller sur le traitement médicamenteux. En certains cas, des antalgiques simples suffiront pour aider la femme. Dans d'autres cas, donc antidouleur. oui, antidouleur. Dans d'autres cas, il va falloir aller un peu plus loin. On peut utiliser des contraceptifs, certains contraceptifs hormonaux, tels que les patchs, les anneaux vaginaux, ou bien des pilules, pour essayer de régulariser la menstruation et puis améliorer la qualité de vie de la femme. On peut utiliser des progestatifs pour essayer de causer une sorte d'aménorer voilà, l'absence de règles pour vraiment soulager la patiente. Donc, puis vraiment, c'est des traitements hormonaux. C'est vraiment des traitements hormonaux. Et quand ça a échoué, quand ça n'a pas du tout marché, on peut se retrouver à être contraint de passer au traitement chirurgical. Donc, on va avoir deux possibilités. Soit on fait une laparoscopie, donc on va juste faire une intervention au niveau des organes voilà, pelviens pour retirer les morceaux d'endomètre, les morceaux qui nous font mal. Sont allés, voilà, on va libérer ces organes. Ou alors on fait une hystérectomie, on va carrément supprimer l'utérus. Okay. Donc, voilà un peu les options en termes de traitement possibles. Et toutes ces options sont disponibles en Côte d'Ivoire? Oui, ces options sont disponibles en Côte d'Ivoire. Ces options sont Vous avez disponibles. Il y a des spécialistes, il y a des médecins. Oui, il y a des médecins qui sont voilà, spécialisés en la matière, qui peuvent très bien prendre en charge des patientes souffrant d'endométriose. Il faut surtout consulter. Vraiment, il faut consulter encore et encore jusqu'à ce que vous vous sentiez bien. J'ai remarqué que les femmes ne sont pas du tout tolérantes avec les traitements médicaux. C'est-à-dire? Je m'explique. Une femme peut aller voir voilà, un praticien, je n'ai rien contre eux. N'allez pas me biama après. Donc, une femme peut aller prendre un canari pour fertilité ou bien pour un traitement et puis elle n'a pas le résultat escompté. Mais elle n'est pas découragée. Elle peut encore aller chercher un autre canari et un autre canari et un autre et un autre. Sans rentrer même dans le canari, je vais prendre un exemple peut-être plus banal. Vas-y. Quand on veut faire nos ongles, on peut aller chez une prothésiste ongulaire. On n'est pas satisfaite, et ben on va chercher une autre et ainsi de suite. Alors que si une femme va à l'hôpital pour un traitement médical et qu'elle fait le traitement au bout de 3 mois, elle n'a pas de résultats, elle ne va plus. Elle va dire, si elle est à l'hôpital, on n'a pas pu traiter. On est ça à l'hôpital, ne soigne pas. Elle ne va même pas penser peut-être à consulter avoir un avis, voilà. Un second avis. C'est-à-dire, ça va prendre du temps entre le moment où elle se décide à retourner à l'hôpital et le moment où le premier traitement n'a pas marché. Ça va prendre du temps. Et tout ça, c'est du temps qu'on est en train de perdre. Les femmes devraient être habituées à retourner voir le spécialiste. Vous savez, très souvent, dans la prise en charge, on a cité plusieurs possibilités. Mais on peut ne pas tout de suite pouvoir trouver laquelle ira le mieux à la patiente. Pourquoi? Donc, non, attendez. C'est au fur et à mesure que le médecin va ajuster le traitement. Oui, en fait, c'est des traitements sur mesure. Voilà, on ajuste le traitement au fur et à mesure que le traitement avance, au fur et à mesure qu'il reçoit la patiente, qu'il discute avec elle, qu'il voit comment elle réagit sur le traitement, comment ça se passe. On évolue sur le traitement. Mais non, on ne fait pas ça. Une fois que si on a fait 3 mois, ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Donc, il faut avoir le réflexe de consulter encore et encore jusqu'à ce que vous ayez. C'est sûr qu'un jour, vous allez tomber sur un spécialiste. Si madame s'était découragée de consulter, je pense que jusqu'à aujourd'hui, elle n'aurait pas encore eu le diagnostic
Elle n'aurait pas pu, parce que c'est toujours bien de savoir ce dont on souffre. Je pense que le fait de le savoir, c'est vrai que ça l'a brisé, mais au moins, elle savait qu'est-ce qui lui arrivait et elle pouvait maintenant regarder l'endométriose en face et lui écrire une lettre. C'est vrai. Voilà. Quel type de traitement est-ce que tu as opté avec l'accord de ton médecin traitant, bien sûr? Mon médecin a préféré qu'on mette mes ovaires au repos. D'accord. Donc, c'est la ménopause, on va dire, artificielle. Et ça consiste en quoi? C'est médicamenteux, c'est chirurgical? Il faut juste interrompre les règles, c'est tout. D'accord. C'est ce que médicamenteux. Voilà, c'est médicamenteux. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est un traitement... comment je peux dire ça? Comment est-ce que tu as réagi déjà à l'annonce de ce choix de traitement? Et puis, comment ton corps a réagi aussi? Déjà, je n'avais pas le choix. Je devais choisir entre rester dans une vallée de larmes ou avoir la paix. Donc, j'ai préféré opter pour cette option-là. D'accord. Et le traitement se passe bien? Oui, bien sûr. Preuve finalement que l'endométriose n'est pas une fatalité. On peut considérablement améliorer le quotidien des patientes atteintes d'endométriose. Ben oui, madame, elle en est une preuve palpable. Voilà, elle est là, elle déborde de vie, elle est toute belle, elle a ses projets de vie, elle mène sa lutte, sa bataille contre l'endométriose. On peut améliorer la qualité de vie, on peut agir sur tous ces symptômes qui vont venir. Elle a dit, on la traitait de personne peu sociale parce que l'endométriose a vraiment un impact sur les relations interpersonnelles même que la personne a. Tout ça, on peut gérer. Il faut consulter seulement. Très Tu bien. laisses JK un coup de girofle, tout ça, tu consultes. Allons consulter. Je pense que s'il y a vraiment une information qu'on doit retenir, c'est que... Enfin, s'il y a deux informations qu'on doit retenir, c'est que l'endométriose n'est pas une fatalité et tout commence par le fait d'aller consulter. Arrêtons d'avoir une appréhension sur le monde médical, finalement. L'endométriose n'est pas la fin d'une vie. Je pense que c'est le début d'un tout nouveau début. Si vous êtes atteinte d'endométriose, mesdames, relevez-vous. Parce que là, vous n'êtes pas couché dans un cercueil. Vous n'êtes pas dans une morgue. Vous êtes encore en Côte d'Ivoire ou soit dans un monde où vous vivez. Relevez-vous et parlez à cette maladie-là. Relevez-vous, parlez à la maladie. Dites-vous que c'est encore possible. C'est encore possible de vaincre cette maladie. Surtout, il faut briser le silence. Mesdames, brisez le silence et allez vous faire consulter. Et comment les associations, de façon générale, peuvent aider à briser le silence? Déjà, il faut permettre aux femmes de témoigner, de donner leur vécu. Et aussi, il faut étendre la sensibilisation sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur plusieurs moyens de sensibilisation. On a des livres, on a beaucoup de moyens de sensibilisation. Il faut aussi faire la formation parce que des femmes qui ne sont pas informées sur la maladie ne peuvent pas lutter contre cette maladie-là. Donc, il faut faire plusieurs séances de formation, faire des ateliers de sensibilisation et aussi permettre à ces femmes-là de parler. Okay. Comme on fait aujourd'hui, finalement. Merci encore à Prudential Be Life Insurance. Michel, est-ce qu'on peut faire un petit mot? Michel et Grace, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler rapidement aussi du coût du traitement? Parce que c'est sûr que quand on compte consultation, prise en charge, que ce soit médicamenteuse ou chirurgicale, on est loin des JK sans fond du marché. C'est ça. Alors, vraiment, pour ce qui concerne le coût, il faut vraiment savoir que c'est de même que la maladie n'est pas facile à vivre, de même que la prise en charge aussi n'est pas financièrement simple. Il faut vraiment que les personnes dans cette situation-là puissent vraiment s'armer de courage pour pouvoir affronter la maladie dans toutes ses facettes, que ce soit physiquement ou financièrement. Voilà. Et Grace a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellée. Tu as dit, j'ai choisi la paix. Et en fait, la paix, le confort de vie, en vrai, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, c'est vrai que l'IRM déjà a près de 130 000 francs. Donc, c'est un peu coûteux. Je pense que, comme elle a dit, il faut s'armer de courage et puis il faut se focaliser sur les résultats, ne pas se focaliser sur la maladie, sur les moyens financiers, mais aussi se dire qu'on peut s'en sortir. C'est encore possible. S'il y a des associations qui militent pour la cause, on peut s'en sortir. Et surtout aussi, il faut organiser des groupes de parole, permettre à ces femmes-là de se libérer, de faire ressortir tout ce qu'elles ont traversé, parce que c'est une dure réalité.
Tu as beaucoup parlé de l'impact de la santé mentale. Juste, est-ce que le fait d'en parler, toi-même, t'a aidé aussi à accepter le parcours de traitement? Bien sûr, ça m'a aidé à 70%. Ça m'a aidé à 70% parce que je me suis dit que ce n'était pas fini pour moi et qu'il fallait juste que j'en parle et puis permettre à des femmes d'avoir de l'espoir. Donc, ça m'a vraiment aidé. Parler, ça libère. Parler, ça aide, surtout parler et puis entendre, recevoir aussi des témoignages d'autres femmes. On se dit qu'on n'est pas seul, on n'est pas un extraterrestre parce que, oui, elle l'a dit, très souvent les femmes qui souffrent d'endométriose sont stigmatisées. On les taxe de fainéantes, de paresseuses et tout ça parce que la douleur, le fait que ce soit invalidant et tout ça. Donc, parler, ça libère. Ça libère. Et on peut en parler déjà dans le cadre de l'association, mais on peut en parler aussi avec les professionnels de santé. Il faut qu'on rappelle que vous avez aussi un rôle d'écoute. Tout à fait. Aujourd'hui, il est important, parce que c'est vraiment l'occasion pour moi de dire que nous, en tant que professionnels de santé, on n'a pas qu'un rôle curatif, c'est-à-dire on n'est pas là que pour vous faire des ordonnances quand ça ne va pas. On est là pour écouter, on est là pour discuter, pour parler avec vous. C'est vraiment ce que nous on fait avec Case Maternelle, c'est de la santé préventive. On met en avant le fait que je ne vais pas seulement à l'hôpital voir la sage-femme quand je suis enceinte ou quand j'ai un problème. Je peux venir voir la sage-femme quand, par exemple, je veux juste déterminer la période fertile de mon cycle ou bien quand, par exemple, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux venir voir la sage-femme. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez entrer dans une maternité, dans un hôpital, demander une sage-femme qui est disponible, qui va vous écouter. C'est bon de parler. Et qui aura le même sourire que toi, Michel. On a tout ce sourire-là. C'est le sourire vient avec la formation des sages-femmes, on est d'accord. On nous l'apprend à l'école. Très bien. Notre moment tire à sa fin. Michel, du coup, vu que tu as la parole, je te laisse le premier mot de fin. Alors, je veux déjà dire aux femmes, si vous ressentez des douleurs invalidantes pendant les règles, une fatigue exagérée, douleur pour faire pipi, douleur pour faire l'aisselle, n'hésitez pas à consulter et à expliquer clairement ce que vous ressentez. Ne tardez pas avant de prendre la décision de consulter parce que lorsqu'elle est dépistée de façon précoce, cette maladie, eh bien, on peut agir dessus de façon significative. Très bien. Grâce. Alors, ce que j'aimerais dire pour toutes ces femmes qui traversent ces dures réalités de l'endométriose, il faut avoir la gestion du temps parce qu'on a 2 semaines de douleur, donc savoir gérer son temps pour être une source de bénédiction, savoir gérer son temps pour sa vie familiale, pour sa vie professionnelle, avoir en priorité dans la tête, parce que c'est très important d'avoir des priorités, d'avoir des projets, parce que l'endométriose avale nos projets, elle nous fixe son agenda. Donc, avoir en tête ces projets, pouvoir gérer beaucoup de choses pour être une source de bénédiction, mais surtout se dire que ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas la fin de votre vie. C'est une maladie qui est de passage, c'est un adversaire qu'il faut affronter. Mesdames, ne parlez pas de l'endométriose avec des larmes. Je suis désolée. Ne parlez pas de l'endométriose avec des pleurs. Il arrive un moment dans la vie où on utilise les pleurs pour en faire des chewing-gums. Avec l'endométriose, levez-vous, battez-vous. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, l'endométriose est à vaincre. Elle n'est pas à caresser. C'est un adversaire parce qu'elle vient pour reprendre votre vie. Elle vient pour prendre votre fertilité. Elle vient pour vous briser de l'intérieur et vous briser de l'extérieur. Alors, je compte sur vous pour mener ce combat. Moi-même, j'ai envie de me battre. Moi-même, j'ai envie de me battre contre l'endométriose. En tout cas, merci Grâce, merci Michel d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle donc, Michel Gonto-Komi, que tu es sage-femme, promotrice de Case Maternelle. Donc, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur toutes les pages de Case Maternelle. Et Grâce Avi, journaliste et coordinatrice nationale de Battle Endo Côte d'Ivoire. C'est la fin de cet épisode sur l'endométriose, mais on se retrouve très vite pour parler de tous les sujets santé et bien-être qui nous concernent avec Prudential Be Life Insurance. Peace ou bye.